Il s'agit d'un contexte mondial, lui aussi, qui est peut-être plus présent hors de France qu'en France même, où il était peu audible jusqu'à présent. Il s'agit de la question des collections, des grandes, prestigieuses collections d'œuvres africaines, dans notre cas, de l'Afrique au sud du Sahara, présentes dans les collections de nos musées, et en particulier, puisqu'on est en France, au musée du Quai Branly. Et ces objets sont revendiqués depuis les années 60, depuis les indépendances, par différents États européens, africains bien sûr, qui se sont vus depuis les années 60, qui ont entendu dire non. Non, on ne peut pas restituer ces objets. C'est le contexte dans lequel nous nous plaçons. Non, car selon la loi française, ces objets font partie du patrimoine français, donc ils sont inaliénables. Felwine Sarr, avec différents traitements, avec différentes prises de position de ces pays qui réclament ces œuvres aujourd'hui. Oui, en fait, ces œuvres sont réclamées, comme l'a dit Bénédicte, depuis les années 60, avec des pays qui sont beaucoup plus en pointe. L'Éthiopie, le Nigeria pour le cas anglophone, le Bénin pour le cas francophone, les pays de l'Afrique du Nord, juste à l'orée des indépendances. Et la réponse qui leur a été habituellement servi était une fin de non-recevoir basée sur un argument juridique, donc un point du code du patrimoine français. Pour le contexte actuel, il faut juste rappeler que Emmanuel Macron fait un discours à Ouagadougou en novembre où il annonce que il va travailler à ce que d'ici 5 ans, les conditions de restitution temporaire ou définitive des œuvres du patrimoine africain soient remplies. Et en mars, il nous confie à Bénédicte et à moi une mission pour réfléchir à un cadre opérationnel pour cette restitution-là. Pourquoi il fait ce discours-là, Emmanuel Macron ? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux et je ne pense pas que vous êtes un peu dans la proximité de Jupiter. Nous ne sommes pas dans la proximité de Jupiter aussi. Donc nous sommes des missionnés sur cette affaire-là. Mais en tout cas, c'était un discours qui se voulait un discours de rupture, en tout cas de l'extérieur, et qui disait qu'il n'y a plus de politique africaine, ou du moins qu'il y aurait d'autres modalités relationnelles avec le continent africain. Et probablement, c'est un discours adressé aux jeunesses africaines. Et c'est important de leur envoyer un autre message et une autre symbolique. Il a peut-être aussi, il a peut-être aussi tenu ce discours parce qu'il avait à peine 40 ans à ce moment-là, et on sent une grande histoire de génération dans ces questions, qui, je le disais tout à l'heure, sont très présentes hors d'Europe, mais dans la pop culture, dans le cinéma, dans les romans. C'est une vraie affaire sociale pour tous les continents, pas seulement pour la France. Et Emmanuel Macron a senti cet esprit du temps et monté sur une vague qui existait déjà avec beaucoup de puissance. Et son discours a fait un grand effet sur l'opinion publique. C'est vrai, ça a été bien accueilli, Felwine Sarr, là où il a été tenu au Burkina Faso, au Bénin, parce que le Bénin a été en pointe. Oui, parce qu'il a été le premier président français depuis très longtemps à changer de discours sur cette question-là. Donc bien évidemment, ça a été une sorte de surprise, de raz-de-marée. Ça a ouvert de nouvelles perspectives. Et oui, donc je pense que l'idée avancée était favorablement accueillie par les Africains, en tout cas. C'est vraiment une page tournée, Frédéric Mitterrand ? Je ne suis pas sûr que ce soit une page tournée dans les faits. Mais en tout cas, le fait que la question soit posée est parfaitement légitime. C'est pas tout à fait nouveau. Par exemple, le Metropolitan Museum à New York a entamé depuis plusieurs années une véritable étude de la question et a procédé à un certain nombre de restitutions. Donc, mais simplement, ça veut dire qu'on est à la remorque un peu ? Non, ça ne veut pas dire qu'on est à la remorque. Ça veut dire qu'il y a toujours eu des gens qui ont très très compétents pour dire qu'il y avait eu une véritable spoliation. Simplement, maintenant, la question est devenue officielle et ça, c'est très bien. Bénédicte Savoie. Elle est devenue officielle, et dans les recherches que nous avons effectuées, Felwine Sarr et moi, qui étaient des recherches à la fois en Afrique, mais à la fois dans les archives des institutions françaises, nous sommes tombés sur des dossiers de la fin des années 70, 78, 79, 80, qui nous ont montré combien cette question a été présente déjà, et notamment on s'en aperçoit quand on consulte les archives de l'audiovisuel, la télévision. Au journal de 20h en 78, nous avions 6 ans, Felwine et moi, Roger Giquel déclarait déjà: pour remettre en place les identités des peuples, il faut restituer, il faut bien se tenir à ça. Il l'expliquait avec beaucoup d'enthousiasme. On a oublié cela. Depuis 40 ans, il ne s'est plus rien passé. Il s'est si peu passé qu'on a même oublié que la question avait été portée par l'UNESCO à l'époque à l'ordre du jour. On a trouvé dans les archives des formulaires de demande de restitution tout imprimés en 3 langues de l'UNESCO. On ne fait que revenir, et c'est pour ça que Felwine et moi, on est revenus aussi avec une force particulière, parce qu'on sent que le sujet a déjà raté. Moi, j'ai une petite anecdote à citer. C'est quand François Mitterrand est allé en Corée, il y a donc du temps de son 2e septennat, je crois, ou du premier, je ne sais plus. Il a rapporté aux autorités coréennes un manuscrit
particulièrement précieux. Il y en avait 6 en France, ou 5, et il en a rapporté 1 ou 2. Mais ça a été un combat avec les très compétents conservateurs qui en quelque sorte avaient la garde de ce manuscrit. Un combat qui s'est déroulé mais jusqu'aux portes du palais présidentiel de Séoul, tellement il y avait une résistance de l'administration. Felwine Sarr. Oui, en fait, ce que Bénédicte disait, c'est que c'est une question qui date de plus de 40 ans, avec des moments forts et des éclipses. Et là, elle revient et on a le sentiment qu'en fait, les opinions, les jeunesses africaines et européennes sont prêtes, que les choses ont évolué dans un espace qui serait l'espace des mentalités, et que probablement, on est dans un temps qui est beaucoup plus opportun pour que l'on avance sur cette question-là, parce que cette question relève aussi d'un impensé. Et cet impensé-là, il faut le mettre à jour, il faut le décortiquer, il faut le rendre lisible pour expliquer au plus grand nombre quels sont les enjeux qui sont pluriels d'une restitution qui ne se limite pas à la question technique d'un déplacement des objets, mais qui enchâsse en elle plusieurs questions historiques, mémorielles, des questions relationnelles et des questions de comment une jeunesse se réapproprie son patrimoine et se reconnecte avec son patrimoine actuellement, et comment elle a droit, comme toutes les jeunesses du monde, à un rapport particulier avec son patrimoine à lui-même. Voilà. Oui, mais il ne faut pas que la jeunesse soit trahie par les élites. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Bénédicte Savoie, après Frédéric Terrain, sur le fait que, au moment des manuscrits coréens, en effet, il y avait eu une levée de bouclier des institutions patrimoniales françaises. Ce qui nous a beaucoup frappé et qui nous a touchés, c'est que cette fois, après le discours de Ouagadougou, dès le lendemain ou le surlendemain, le président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, montait au créneau dans la presse pour aller dans le même sens que le président Macron et pour dire que lui aussi considérait qu'il y avait une anomalie intolérable du fait que l'Afrique n'est presque rien, tandis que les musées occidentaux ont presque tout. Et on a été accompagnés de beaucoup de bonne volonté au musée du Quai Branly, au ministère de la Culture et dans d'autres ministères. Nous avons été aidés dans notre mission, ce qui ne se serait pas passé il y a quelques décennies. Et la seule chose, c'est qu'il faut être sûr que les œuvres, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les œuvres éventuellement restituées soient bien conservées. Moi, j'ai fait plusieurs tournées dans des musées africains qui ont été quelquefois construits à grands frais, et j'ai constaté que le pillage continuait. Felwine Sarr, justement, alors sur la question de la conservation. Pillage local. Au mois d'avril dernier, il y a le cœur d'âne de Bretagne qui a disparu du musée d'Aubray à Nantes. Et il y a énormément d'objets qui disparaissent dans les musées occidentaux. Il ne viendra à l'esprit de personne de remettre en cause les capacités de conserver. Mais quand il s'agit de l'Afrique, le réflexe de porter le doigt sur un déficit et un handicap supposé et intemporel est toujours là. Et ça, c'est une question qui est absolument sérieuse. On a fait nous aussi, on a voyagé dans le continent, on a fait une cartographie. Il y a plus de 500 musées. En Afrique du Sud, au Nigeria, en Tanzanie, au Kenya, au Sénégal, les infrastructures n'ont rien à envier, les compétences sont là. Au Mali, il y a des pays où effectivement c'est moins le cas, mais fondamentalement, il y a assez de dispositifs d'accueil et les Africains sont en capacité de prendre en charge leur patrimoine. Et je trouve curieux que l'on envisage et que l'on pense qu'ils sont un danger pour leurs propres œuvres. Et c'est un grand problème. Non, mais c'est une réponse générale à ce qu'on entend habituellement et il faut y répondre quand même un peu et un peu clarifier les choses. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a du déficit, mais on ne peut pas généraliser ça au continent africain. Et j'insiste, c'est important, il y a une pluralité de dispositifs d'accueil des objets qui ne sont pas forcément le musée. Cette idée de penser que le musée est le seul lieu où il y a des cases patrimoniales, on peut mettre dans des écoles, dans les centres d'art. Et cette question, elle est importante parce que dès qu'on porte le débat sur le musée, on est en train de le porter sur un espace qui est censé être le seul à pouvoir recueillir. Dernier argument, et il est important de le dire, et Bénédicte Savoie reviendra là-dessus, il y a eu le cas entre la France et l'Allemagne, ou la France napoléonienne et d'autres pays européens. Quand les œuvres du patrimoine ne sont pas là et sont absentes, il est normal que les pays n'investissent pas tellement dans ces infrastructures-là. Mais quand les pays savent que les œuvres vont revenir, ils font des efforts et ils se mettent aux normes. Mais c'est une question vraiment comme sur laquelle il faut un peu arrêter les facilités. Alors, une réponse. Dont acte. Moi, j'enregistre ce que vous me dites et avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction. Et en vous écoutant, je pensais, par exemple, au centre Chibaou en Nouvelle-Calédonie.
C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas très loin. Et on constate qu'effectivement, à partir du moment où il y a une volonté et des compétences, eh bien, la culture patrimoniale d'un pays peut être tout à fait mise en valeur et préservée. Donc, vous voyez, je suis pas cloisonné. Simplement, moi, je parlais de l'expérience que j'avais eue et qui était malheureusement désastreuse. Bénédicte Savoie, il y a aussi une question particulièrement douloureuse qui a été abordée d'ailleurs par Emmanuel Laurentin cette semaine dans La Fabrique de l'Histoire, qui est la question des restes humains. La question des restes humains est une question différente de la question qui nous a occupés. La question des restes humains touche une problématique éthique, celle de ce que nous faisons avec notre humanité. Et il se trouve que ces dernières années, non seulement en France, mais aussi en Allemagne et dans d'autres pays, des restes humains ont été restitués. Tout récemment en Allemagne, à la Namibie, des restes humains qui provenaient du génocide du peuple Herero et Nama, qui ont enfin été, certains, restitués par l'Allemagne. Il y a un consensus maintenant en Europe, en tout cas sur le fait que ces restes humains n'ont pas une place vraiment confortable dans nos musées et qu'il faut les restituer. Les musées de Dresde ont restitué des ossements à Hawaï récemment. Et oui, c'est pour ça que c'est compliqué, Felwinsar. Peut-être cela mériterait justement quelques précisions. Il y a d'un côté ce qui est légal, il y a ensuite les questions morales, qui sont par exemple des questions soulevées par les restes humains, et puis il y a enfin ce qui relève de la controverse ou du débat sur ce qui devrait être restitué. Comment y voir de manière un peu plus précise des choses à faire aujourd'hui dans le rapport que vous allez remettre tout à l'heure à 16h30 au président de la République? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la question de la restitution des biens culturels, c'est une question qui est au nœud de plusieurs autres problématiques. Bien sûr, les problématiques juridiques, légales, on les a évoquées. Il y a des problématiques historiques, donc ça nous raconte aussi une histoire, l'histoire de relations entre des espaces différents sur une longue durée. Il y a des problématiques historiographiques, comment ces objets sont arrivés. Bénédicte est historienne de l'art et elle travaille depuis 25 ans sur la question des translocations et des captations patrimoniales. Et ça nous dit aussi une histoire relationnel, comment on écrit une histoire au présent. Et c'est absolument important de faire comprendre que faire le point sur cette histoire-là, c'est pour réinventer des modalités relationnelles. Et pour nous, c'est absolument important de le dire. Il ne s'agit pas juste de prendre des objets d'un lieu et de les amener à un autre. La réflexion tout autour de ce mouvement-là aussi nous indique sur comment nous devions articuler des relations entre des espaces différents. Et ces objets, qui sont chargés d'histoire africaine et désormais d'une histoire européenne, peuvent être les médiateurs d'une nouvelle économie de l'échange et de nouvelles formes relationnelles à inventer. Et ça, j'aimerais que dans le débat, que l'on entende que la question va au-delà du fait de faire le point, de faire des inventaires, de ramener des objets. La question qui se pose, c'est comment on fait circuler un patrimoine dans des espaces différents, mais avec des modalités relationnelles réinventées et dans un rapport de respect et de mutualité. Comment on écrit une nouvelle histoire au présent. Bénédicte Savoie. J'aimerais aussi insister à mon tour sur le fait que nous savons trop peu, ou nous avons oublié, nous les Européens, comment ces objets et quand ces objets sont venus dans nos belles collections. On sait souvent, nous savons tous, que les collections du Musée de l'Homme autrefois ont électrisé les avant-gardes européennes, ont électrisé Picasso, les surréalistes. Ça, on le sait bien, c'est la face dorée des musées. Et l'autre face, la face qui est leur face historique, est moins connue. Et je constate, quand j'enseigne sur ces questions au Collège de France, depuis 2 ans, que le public, le grand public, le public qui vient au Collège de France, c'est-à-dire un public très mélangé, ne sait pas comment ces objets sont venus. Et il convenait de le rappeler, et je voudrais le rappeler, s'il vous plaît. Oui, absolument. C'est effectivement très intéressant de le dire, de faire l'histoire, je dirais, sur notre territoire de ces biens. Absolument, c'est l'histoire de ces collections, qui ne veut pas dire quand on écrit cette histoire. Donc je reviens 2 secondes sur le moment où les objets sont venus. Ils sont arrivés principalement, les 70 000 pièces présentes actuellement au musée du Quai Branly, qui viennent de l'Afrique au sud du Sahara, sont arrivés principalement entre 1880 et 1960, c'est-à-dire pendant la période où la France occupait et colonisait certains de ces États, et viennent ces objets dans nos musées des États colonisés par la France. Ils ne viennent pas des régions africaines anglophones, etc. Et on observe 3 modes d'acquisition, 3 gestes de l'appropriation, les butins de guerre, qui donc ont permis le départ d'objets très précieux dans le cadre de batailles sanglantes, d'une part. D'autre part, ce qu'on appelle pudiquement les missions scientifiques, que des spécialistes appellent aussi des razzias scientifiques ou des raids scientifiques, bien décrits par Michel Léris dans l'Afrique fantôme. Et alors, par exemple, ça donne quoi ? Ça donne, par exemple, deux possibilités. Soit vous allez dérober
un objet sacré, un kono, dans un lieu sacré avec un couteau dans la main la nuit, en menaçant les gardiens qui avaient refusé précédemment de livrer cet objet. Soit vous payez un masque qui, sur le marché en 1931, coûte en moyenne 200 francs, et quand il vient d'une collection prestigieuse, 1200 francs, vous le payez sur place dans un village d'Ogon, vous le payez 7 francs, qui est le prix de 12 œufs à l'époque, en 1931. C'est ces recherches-là que nous avons menées depuis 9 mois, Felwinsar et moi, pour comprendre ce que veut dire aussi « mais non, ça a été acheté ». Oui, si on achète un masque qui est aujourd'hui dans les collections du Quai Branly, un masque prestigieux, très beau, qui coûtait déjà à l'époque, sur le marché de l'art parisien, 1000 francs ou 2000 francs, et qu'on le paye 7 francs, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est juste? Non. On a très envie de lire le rapport. Est-ce que le rapport va être publié? Il le sera aux éditions Flipray et le Seuil dès la semaine prochaine. Et alors, pour poursuivre justement, parce que c'est intéressant effectivement de faire l'histoire de ces biens qui ont été acquis, pillés, achetés, bref, avec des modalités différentes. Lorsqu'on prend des biens, parce que c'est souvent un thème évoqué, d'ailleurs on l'a évoqué tout à l'heure avec Frédéric Mitterrand, lorsque ces biens semblent faire partie du paysage, pratiquement du patrimoine. Alors évidemment, il y en a un à la Concorde qui est particulièrement connu. Quelle réponse apporter? Comment vous percevez, vous, ce type de problème? Felwinsar? En fait, moi, je ne vois pas fondamentalement le problème. Même si je réfléchis de manière beaucoup plus précise, je me dis, en fait, si on fait l'historiographie des objets et qu'on rappelle dans quel contexte ces objets sont arrivés et qu'on rappelle que leur présence ici signe leur absence là-bas et que là où ces objets sont absents, il y a aussi un désir de patrimoine, un besoin et une nécessité de reconstruire une histoire occultée, une mémoire qui n'a pas pu se faire. Et que le mouvement de ces objets ne signe pas aussi leur enfermement, il faut le dire. Les conservateurs africains, une fois qu'ils auront récupéré le droit de propriété, sont prêts à faire circuler les objets dans le sens Afrique-Europe et justement sont prêts à mettre en branle cette nouvelle économie de l'échange. Donc je ne vois pas fondamentalement où est le problème de reconnaître qu'il y a des objets qui appartiennent à des nations, à des populations, à des peuples qui n'ont pas pu jouir de leur présence, qui n'ont pas pu être électrisés par leur créativité, et que ce n'est que normal, juste, légitime et équitable, qu'ils puissent être en face de leur patrimoine à eux, et qu'ils puissent aussi enclencher un processus de partage de ce patrimoine-là avec le reste du monde. Donc je ne vois pas. J'aimerais beaucoup rebondir là-dessus, puisque comme on l'entend souvent dire, la population africaine à 60% a moins de 20 ans. Et quand on parle en Europe, notamment dans le cadre de la Convention de Faro, d'un droit du peuple européen au patrimoine ou un droit d'accès au patrimoine, comment peut-on supporter cette injustice qui fait que 60% de la population africaine, la jeunesse africaine, n'a pas accès à son patrimoine, à son propre patrimoine? Nous avons, nos avant-gardes, nos intellectuels, nos auteurs, nos Rilke, nos Picasso, nos Corbusier, ont profité de ces objets ici, en ont fait quelque chose de nouveau. C'est ça la culture, c'est se nourrir de quelque chose pour avancer. Et pourquoi peut-on supporter aujourd'hui que dans les régions d'origine de ces objets soient absents? Et quand Felwinsar disait tout à l'heure qu'il faut penser leur présence comme une marque de leur absence ailleurs, c'est vraiment extrêmement important. Nous avons voyagé en Afrique, Felwin et moi, et quand vous êtes un jour dans le palais d'Abomey, dans l'actuelle République de Bénin, et dès le lendemain matin dans les salles du musée du Quai Branly, où vous voyez les objets dont la place était celle d'Abomey, quand vous pouvez penser cela ensemble, vous êtes plus riche, et notre société sera plus riche de comprendre ça. Et elle ne sera pas appauvrie par ces restitutions, elle en sera enrichie, c'est notre espoir. Alors, tout cela va commencer, Felwinsar, par une liste de ces biens spoliés. L'inventaire est fait? Oui, l'inventaire est fait. Nous avons travaillé dessus avec Victor Claas et toute l'équipe. Et les inventaires sont faits et ils sont disponibles. On parle de 90 000 œuvres? Pour toute la France, dont 70 000 au Quai Branly et au moins 90 000, c'est-à-dire que l'inventaire... Elles sont très disséminées en dehors du Quai Branly? Il y a une trentaine de musées, des collectivités territoriales, et tous les musées qui sont sur la côte atlantique, Le Havre, Nantes, La Rochelle, le musée Z des Confluences, etc., ont des collections dites ethnographiques qui sont issues du continent africain. Et puis alors ensuite, à partir du moment où on a établi cet inventaire, il faut faire ce qu'on appelle des critères de restituabilité, et donc savoir dans quelle mesure on doit rendre telle ou telle œuvre, et comment le faire, Bénédicte Savoie. C'est sur ces questions que nous avons travaillé, et on garde la primeur de nos résultats pour le président de la République, à qui nous les avons promis. Nous en dire un ou deux? Pour cet après-midi, je peux vous dire comment on a travaillé. On a, grâce aux bases de données
du musée du Quai Branly qui sont extrêmement bien faites. Et là, il faut vraiment rendre hommage à ce musée qui, en comparaison avec les autres musées européens, a les meilleures bases de données accessibles en ligne. Grâce à ça, grâce à la collaboration des conservateurs là-bas, de Gaël Beaujean, d'Hélène Joubert, de Sarah Friou-Salgas, qui nous ont beaucoup aidés, et de Victor Claes, nous avons pu établir des PDF, des fichiers PDF qui comportent parfois 9000 pièces. Quand on imagine le Mali, c'est 3 kilos de papier simplement imprimé, la liste des œuvres. C'est très considérable, et des volumes entiers de papier PDF imprimé. J'imagine qu'il y a parfois de gros problèmes pour la restitution. Felwinsar, quand par exemple c'est une œuvre d'art qui a été dérobée à une ethnie et que le pouvoir central est un pouvoir central qui ou bien est parfaitement étranger à ce peuple, ou bien parfois même en guerre contre ce peuple, comment vous faites ? En fait, les territoires, les États-nations africains aujourd'hui recoupent des anciens territoires de l'Empire colonial français, qui n'étaient pas forcément nommés ainsi. Mais on peut, exemple, si un groupe qui appartenait à l'Empire d'Abomey, on sait qu'aujourd'hui c'est dans l'État-nation du Bénin. Donc c'est l'État-nation du Bénin qui va faire la demande, qui récupérera cet objet et qui sera chargé de faire le travail avec les communautés de base, soit dans le cadre d'un musée national, soit dans le cadre des musées que des chefferies royales occuperaient, mais c'est des affaires internes qu'on les laissera gérer entre elles. Et probablement ce n'est pas à nous ici de dire comment cette question du patrimoine à l'intérieur du pays devrait se régler. Mais la question des frontières géographiques, de notre point de vue, n'est pas une difficulté insurmontable. Je rajoute, il y a des communautés qui sont transfrontalières et qui peuvent faire circuler justement des biens dans des géographies qui justement excèdent celles que la conférence de Berlin a mises en place. Et donc, toutes ces questions-là ont des solutions. Moi, je ferai 3 observations. Frédéric Mitterrand. Moi, je ferai 3 observations. La première, c'est que vous êtes tous les deux extrêmement convaincants, que c'est très beau et très intéressant de vous entendre, et que j'ai très très envie de lire le rapport. La deuxième observation, c'est que on a le sentiment effectivement qu'une page est tournée et qu'il y a une prise de conscience véritable qui est en train de se faire, et à cet égard, Emmanuel Macron a eu vraiment raison de soulever la question. Et la troisième observation, c'est que dans chaque niche, il y a un chien féroce. C'est-à-dire que partout dans l'administration qui tient les objets, il y aura des nombres de difficultés extraordinaires à mettre les choses en œuvre, ce qui ne doit pas entraîner le découragement. Je sens que Bénédicte Savoie plus soif, comme on dit maintenant, à ce que vous venez de dire, Frédéric Mitterrand. Non, je suis extrêmement touchée que Frédéric Mitterrand... Plus soif, ça veut dire que vous êtes d'accord. Je suis d'accord, pardon, mais merci. Je suis extrêmement touchée qu'ils le disent, qu'ils ne le pensent pas seulement, car cette parole libérée sur cette question, c'est aussi une page tournée. On a longtemps tabouisé ces questions, et pouvoir en parler aussi librement que vient de le faire Frédéric Mitterrand, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Très rapidement, Bénédicte Savoie, et cela va déboucher probablement sur une modification du Code du patrimoine. Probablement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous remettrons ce rapport à 16h30 cet après-midi, et nous souhaitons en garder la primeur pour le président.